Je crois que le club a eu tous les malheurs avec les départs de certains joueurs, l'arrêt d'autres et les blessures d'éléments importants. En plus, notre stage de préparation en Allemagne de l'Ouest n'a vraiment pas été une réussite. Vous savez, en football, on n'explique pas toujours tout. En France, c'est la même chose. Je crois que le Paris Saint-Germain, l'année dernière, n'était pas très bien classé. Et puis cette année, ils sont premiers avec les mêmes joueurs. Alors moi, vous savez, je ne doute pas, ce sera pareil pour nous. Deuxième indice qui montre que tout ne va pas pour le mieux, mercredi, on a vu Újpest en mauve contre une équipe de D2, Turgot, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Újpest n'a pas été très impressionnant. Et même avec le renfort de ces deux internationaux retenus pour jouer contre l'Irlande ce jour-là, on imagine mal Újpest réussir des miracles. Au premier tour de la Coupe de l'UEFA, Újpest a difficilement éliminé les modestes Islandais d'Akran. Le 16e de finale contre Bordeaux s'annonce plus délicat. Bordeaux est une des meilleures équipes européennes. On nous donne 20% de chances de nous qualifier. Cela présente au moins un avantage. On jouera avec la sérénité des gens qui jouent battus d'avance. Comment ils comptent faire pour pouvoir battre Bordeaux? Hogy gondolod, van egy lehetőség arra, van egy megoldás arra, hogy gondoljátok megverni a Bordeaux? Egy góllal. Egyel többet rúgunk, mint ők. Avec une but. On va donner une but en plus que... Le moral, il ne reste que ça à Újpest Dózsa qui est loin de son passé glorieux. Quelques joueurs du club ont été champions olympiques. Ils sont nombreux à Újpest, club omnisport qui va devoir encore ajouter 4 noms à cette liste. Ceux des 4 médaillés d'or des Jeux de Séoul. Thomas Darny, le nageur vainqueur du 200 et 400 mètres 4 nages. Mais aussi Szabó et Zongradi, les escrimeurs. Et Missler, le pentathlonien. Bien sûr, plus question de médailles pour les footballeurs. Aujourd'hui, la section football est à la dérive et comme dans tous les clubs du monde, quand ça ne va pas très fort, on limoge l'entraîneur. C'est ce qui s'est passé à Újpest. István Varga a pris le club en main depuis un mois. Apparemment, il n'a pas l'air joyeux pour autant. Et les dirigeants lui ont adjoint comme conseiller Lajos Barotti, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale hongroise d'il y a une quinzaine d'années. Il n'y a pas d'équivoque, le patron c'est István Varga. Moi vous savez j'ai 75 ans. Maintenant si j'ai accepté de revenir à Újpest, c'est que je crois le club capable de s'en sortir. Le tout c'est de retrouver la confiance, mais vous verrez, elle reviendra. Le changement d'entraîneur nous a fait beaucoup de bien. Le précédent était nerveux, alors nous sur le terrain on était nerveux. István Varga lui est tranquille, moi personnellement ça me tranquillise, mais je crois que toute l'équipe aussi est tranquille. Résultat calamiteux, changement d'entraîneur, match sur un terrain qui n'est pas le sien. Le catalogue des malheurs d'Újpest ne s'arrête pas là avant son match contre Bordeaux. Le club a perdu une bonne partie de ses supporters et puis hantise des joueurs d'Újpest, l'épreuve des tirs au but en cas de match nul. Les Hongrois l'ont institué dans leur championnat. Újpest a fait 3 fois match nul et 3 fois les joueurs de Varga ont été battus dans cette épreuve des tirs au but. Et là, vraiment, les Girondins ne risquent rien. La preuve. Marquer, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Non, il est trop modeste, Philippe. Superbement tiré. Vous avez remarqué que Philippe Pouy, à 16 h, est aussi espion du KGB. Nous passons maintenant au match RFA Pays-Bas, beaucoup plus qu'un match. Malheureusement, vous savez, il y a eu la guerre, il y a eu la Coupe du Monde 1974, il y a eu plus récemment l'Euro 88. Il y a toujours, entre ces deux peuples, certains petits problèmes. Enfin, au niveau du football, on reste dans le cadre du football. Heureusement, il y a également un joueur qui s'est mal comporté. Il s'agit de Koeman. Il avait échangé son maillot avec Lothar Matthäus. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait avec, ça serait un petit peu vulgaire. Enfin bon, direction München, nous allons voir s'il y a quand même encore du football. Dans l'espace inouï de l'amour, voici maintenant, histoire de vous mettre bien dans l'ambiance, les joueurs néerlandais. Vous avez reconnu Koeman, Van Aerle, Siloy, qui n'étaient pas présents à l'Euro 88. Il y a un petit changement dans le dispositif tactique, dans la mesure, vous savez que les Pays-Bas évoluaient avec 3 défenseurs auparavant. Cette fois, il y en a 4, puisqu'il y a les 3 mêmes de l'Euro 88, Tijlen, Rijkaard et Koeman, mais également Siloy. Il y a un joueur de moins dans l'entrejeu, Arnold Muren, qui a pris sa retraite sur le plan de l'équipe nationale. Et puis Gullit, qui est toujours blessé à la cheville, n'était pas sur la pelouse. Ilgner, lui, n'était pas à l'Euro 88. Il y a également le libéro que vous allez découvrir, Fark. Il y a également Hassler. Pour le reste, ce sont les mêmes.
Rudy Voleur. Berthold. Là, il s'agit plutôt de Farc. Voici Berthold. Olafton. Bremeux. Et les autres. Donc un match très crispant. Où on joue gros aussi là, puisque dans ce groupe, il n'y a qu'un qualifié. Et malheureusement, ça va partir très mal. Tacle par derrière sur Van Basten. Maintenant, boum, petit attentat de voleur sans aucune raison sur Siloy. Bon, évidemment, les Néerlandais ne sont pas en reste, comme ici Winters, devant Olafton. Enfin, dans le premier quart d'heure, on ne peut pas dire qu'on assiste vraiment à un match de football. Siloy devant Darsler. On règle ses comptes. Et à ce petit jeu, ce sont les Pays-Bas qui ont un petit peu perdu dans la mesure où Van Aerle va quitter la pelouse rapidement blessé. Ensuite, ça va se calmer. Et on va retrouver Lothar Matthäus en bonne position. Enfin, façon de parler, il est droitier, mais là, il a bien armé quand même du pied gauche. Et ce n'est pas terminé. Il faut dire que les Néerlandais ont du mal à se dégager. Et que dans l'ensemble, eh bien, ce premier quart d'heure est assez nettement dominé par l'équipe de Franz Beckenbauer. Bremeux pour Voleur. Marqué de très près, mais toujours très correctement par Rijkaard. Encore Bremeux et encore la défense néerlandaise qui pourrait se dégager avec Erwin Koeman, mais il n'en a rien. Berthold, et puis quasiment la même chose que tout à l'heure, le pied gauche, en un peu moins puissant, mais en aussi dangereux, de Lothar Matthäus. Côté néerlandais, on ne peut pas dire que Van Basten soit alerté dans de bonnes conditions. Il manque d'appui et les tacles, je vous l'ai dit, ouest-allemands sont, à l'image d'Olafton, de celui-ci d'Olafton, très appuyés. Bon relais là entre Ton et Farc. Voleur. Il va aller sur la gauche, va revenir sur son pied droit et je vous signale qu'au départ, même après la déviation de Klinsmann, eh bien Farc est couvert par Rijkaard. Voilà, il surgit ensuite, Koeman peut lever le bras, Rijkaard à son tour, mais en tout cas il n'y avait pas hors-jeu. D'ailleurs le juge de touche n'avait rien signalé du tout et c'était une superbe occasion effectivement pour l'équipe ouest-allemande qui continue avec Fowler, mais il manque un petit quelque chose là pour Klinsmann devant Van Breukelen. Un petit peu bousculé, les champions d'Europe, il faut bien le reconnaître. L'Allemagne qui joue par à-coups, mais qui est menacée sur les quelques contre-attaques néerlandaises. Ça va très vite avec Van Henburg, Van Basten qui va bien rouler son ballon. Ballon est dévié, mais attention, le pied gauche en demi-volée d'Erwin Koeman, le petit frère. Bonne occasion un petit peu avant la mi-temps. Et là, juste à quelques minutes, regardez comme c'est finement joué. Lothar Matthäus, extérieur du pied droit pour Fowler qui arrive 10 poils en retard. Allez. À la mi-temps, en tout cas, le score est de 0-0. Bon arbitrage, il faut le signaler, de l'arbitre italien. Surtout, ce n'était pas très évident. Monsieur Delia. On retourne en deuxième période avec un bon tacle de Rijkaard devant Voleur. Et là, on peut dire effectivement qu'on assiste à un bon match. Enfin, il y a quand même un certain niveau. Il n'y a pas de problème. C'est du haut de gamme. C'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Olafton sur la transversale. La caméra placée derrière les buts, on voit bien que Van Breukelen était largement battu. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu but. Évidemment, ça pouvait relancer beaucoup de choses dans ce match. Et puis là, on recommence avec les mauvaises habitudes. Vous voyez Koeman, un tacle à retardement. Regardez Matthäus, alors que l'arbitre a soufflé une belle semaine sur Bosman, qui en rajoute, mais ça pouvait être dangereux. Et regardez encore ici, devant toujours le même Bosman, mais c'était Darsler, ce n'était pas Matthäus. Les Néerlandais qui sortent petit à petit de leur camp. Bonne tête, c'était pas évident, à reculons là de Bosman, qui était donc en attaque avec Van Basten. Toujours en profondeur. Voleur qui va rater son contrôle. Ça aurait pu faire l'affaire de Bremeux. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'occasions de part et d'autre, et surtout côté de la RFA, même si les supporters néerlandais maintenant ont compris que le score restera peut-être là. Encore un bon tir de Darsler ici. Et le score effectivement aurait pu être le même, mais avec les buts en plus. Olafton là qui a un trophée, Winters, Erwin Koeman et l'occasion à la dernière minute pour Van Basten. Il a failli nous refaire le coup de l'Euro 88, score final 0-0, un bon résultat pour les Néerlandais. Beckenbauer est très énervé. Ça a dû barder dans les vestiaires par la suite, alors que sur la pelouse, là côté néerlandais, eh bien, un sourire large comme ça, et côté tribune, n'en parlons pas.
Voilà, maintenant nous allons enchaîner avec la rétrospective. Nous sommes dans les années, pas dans les années 60, dans la fin des années 50, nous sommes grosso modo en 1960. Le football prend de plus en plus d'importance, c'est bien, mais il y a de plus en plus d'intérêt. Et ça l'est peut-être un petit peu moins parce que la violence commence à être à l'ordre du jour. Roger Dries. Ce 1er janvier 1960, De Gaulle règne et il fait doux, se souvient Arthur Comte, un des fameux historiens de notre temps, qu'il a noté dans sa gazette. Certes, mais singulière année cependant, qui semble hésiter entre deux époques, entre deux mondes, celui de la dolce vita et de la nuit, du romantisme et de la violence. La télévision s'est installée en force dans les foyers. Des images surgissent, surprennent, choquent, puis s'oublient. Le football n'échappe pas à la règle. Paul Nicolas se tue en voiture quelque part, du côté de Clamecy, avec son épouse. Fontaine, qui ne cesse de marquer des buts, s'écroule soudain, terrassé, fracture du tibia et du péroné. J'ai dû arrêter ma carrière à 27 ans ou 28 ans. J'étais victime d'une double fracture de la jambe gauche, qui a recédé 1 an et demi après. Et j'ai dû arrêter ma carrière. Et je crois que la violence et l'arbitrage... C'était une blessure qui était due à la malfaisance. Oui, enfin, un coup volontaire, je pense, pas pour casser une jambe, mais pour faire mal, quoi. Piantoni, blessé contre la Bulgarie, est indisponible lui aussi. La violence, cette fois, s'est bel et bien installée. Moi, j'ai été massacré en Bulgarie et j'ai dû arrêter ma carrière internationale et ma carrière dans un club professionnel, suite à une agression qui était véritablement méchante, préméditée certainement. Mais il fait toujours beau quelque part. À l'autre bout, dans le paradis d'une principauté, une belle princesse se passionne pour un autre football, un football des princes. Pas très loin de là, à Nice, un luxembourgeois au visage à la James Dean inscrit à son tour son nom dans la légende de la Coupe d'Europe. Le club dont il est le capitaine est opposé au prestigieux Real Madrid. Il marquera 3 buts. Très long dégagement de Lamia, qui arrive sur la tête de Marquitos, reprise de Rial, et Nice monopolise la balle pour l'instant, et continue à attaquer. C'est Nuremberg qui court vers ce ballon, qui envoie à Barou. Barou qui tente de repasser à Nuremberg, mais Nuremberg ne contrôle pas cette balle, et c'est Rial qui intervient. Très belle ouverture, très belle ouverture de Martinez vers l'avant-centre niçois. Foy qui est un puncher qui chute. Oh, de très peu à côté. Foy n'a pas réussi à renouveler son dribble. Et c'est Herrera maintenant qui a cette balle qui passe à Puskás. Puskás qui renvoie Herrera, c'est dangereux ça. Oh! Et c'est un coup franc toujours très dangereux car il est dans le prolongement de la ligne des 18 mètres. Oh, une très belle tête sur ce coup franc de Rial qui vient de marquer le deuxième but du Real Madrid alors que Lamia a été pris à contre-pied à la 29e minute à peu près de cette première mi-temps. Dans le fond, le football, c'est avant tout un jeu et puisque maintenant ils ont de moins en moins de chances de se qualifier, autant essayer de jouer le tout pour le tout. Bon, merci Fontaine. Alors nous allons attendre maintenant la deuxième mi-temps. Alba. De Bourgoin. Vers Barou. Nuremberg. Nuremberg qui est survenu comme un bolide et qui vient de marquer le premier but de Nice alors que la deuxième mi-temps est commencée depuis 7 minutes environ. Nuremberg. Nuremberg qui est un joueur très actif. Il y a faute incontestablement. L'arbitre donne le point de pénalty. C'est un pénalty dans les 18 mètres. Un pénalty pour Nice à la 22e minute de la deuxième mi-temps. Eh bien, c'est Nuremberg, semble-t-il, qui va shooter ce pénalty. C'est très difficile à shooter, évidemment, parce qu'il y a Dominguez dans les buts qui n'est pas un petit enfant, qui n'est pas un enfant de cœur, on l'a vu. Attention. Et voilà. Et ce jour-là, je remercie Papa Barou qui m'a fait marquer 3 buts parce qu'il m'a filé 3 passes impeccables. Vous voyez? Il n'a pas filé 3 passes impeccables, car il y en a un qui a été marqué quand même sur pénalty. Ah oui, mais d'accord, mais il était le pénalty. De Bourgoin, de la tête, Barou. De Bourgoin, Rebarou. Barou, un bulldozer.
Encore Barou en retournée. Malheureusement, c'est pas suffisant pour tremper Dominguez. Tienne, l'horizon s'est de nouveau teinté de vert, la couleur de l'espérance. Jean Snella vient de partir, mais Pierre Garonner, habillé en pèlerin, continue à parcourir la France. À Nice, il a enlevé un jeune rouquin, un espoir du football, Robert Herbin, dont on n'aura pas fini de parler. Mais c'est Monaco, répétons-le, qui s'apprête à régner, sans jeu de mots. Paris va assister en 1960 à l'éclosion de cette équipe au jeu spectaculaire et séduisant. Les Monégasques disputeront en effet 3 matchs de Coupe de France dans la capitale, contre Nice, Reims et Saint-Étienne en finale. Henri Biancheri, un des acteurs, n'a pas laissé la moindre miette de ce festin. Enfin, ce match contre Saint-Étienne en 1960 reste pour moi le meilleur souvenir de ma carrière de footballeur professionnel parce que nous étions menés à 6 minutes de la fin sur un but de Domingo 2-1 et j'ai eu la chance, je dis bien la chance d'égaliser à 90 secondes de la fin, ce qui nous a permis de jouer les prolongations et de gagner pour la première fois la Coupe de France et c'était le premier titre pour l'AS Monaco. C'était donc pour moi le meilleur souvenir de ma carrière. La principauté qui compte, je crois, 25 000 âmes avait ce jour-là mis tous ces gens dans la rue. Et il y avait, je crois, à midi un quart, lorsque nous sommes arrivés, toute la ville dehors, toute la ville était pavoisée. Et je crois qu'on n'avait jamais connu ça, quoi. Cette fois, à Monaco, à défaut de Coupe de France, on a réussi à remporter le championnat. Le règne se poursuit. Monaco doit absolument gagner s'il ne veut pas laisser le titre de champion de France aux Parisiens. Et pour le moment, il n'en prend pas le chemin. Et pourtant, c'est un incident de jeu qui va donner la victoire aux Monégasques. Faute de Valenciennes, suivi d'un coup franc. Carlier marque pour Monaco un but qui vaut un titre de champion de France. À Monaco, c'est l'heure du triomphe. Pour la première fois, ils sont champions de France. Le rideau vient de se baisser sur une saison fertile en émotions. Catarana, l'ouragan de l'outillage. Plus de 300 outils. Catalogue gratuit au 66 62 19 54. Bravo donc à l'ASM et suite au prochain numéro, vous avez